Donc aujourd'hui, merci à tous d'être présents aussi nombreux. Je suis vraiment très content en fait de voir autant de personnes pour un langage de programmation nouveau. Rust en fait a été commencé à être développé en 2009, donc ça fait quand même 7 ans, ce que je considère comme nouveau. Donc aujourd'hui en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est ne pas ne pas du tout vous bullshiter pendant une heure en vous disant il faut absolument que vous fassiez du Rust, c'est bon, mangez-en, etc. C'est de vous donner en fait justement l'envie d'en faire, d'en parler autour de vous, de promouvoir et de juste essayer de, ne serait-ce à la fin, ou demain, ou ce week-end, ou le mois prochain, juste de le tester et de voir en quoi en fait il est, le langage est extraordinaire. Ok. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Antonin Carrette, je suis actuellement ingénieur R&D ici, chez Vermeté. Donc je me passionne en fait à propos de problèmes concernant le machine learning et le big data. Mais je suis aussi intéressé par la programmation système, tout ce qui est performance optimisation. Si vous discutez un petit peu avec les autres employés de Vermeté, ils vous diront que je suis un nazi de la data et c'est totalement vrai. Et je ne suis pas qu'un fanboy de Rust. Pour moi, en fait, 2017 sera un peu l'année de 3 langages de programmation voire même très différents. Donc le premier, c'est Rust, bien évidemment. Le deuxième, c'est Nim, donc anciennement Nimrod. Je vous invite à checker un peu sur Internet en fait l'histoire de Nim. Je crois que la version step va arriver dans le mois prochain ou dans 2 mois. Et le troisième, c'est Elixir, dont on a entendu souvent parler en fait ici à l'ILFP. Je suis contributeur Mozilla aussi. J'ai développé quelques applications sur Firefox OS et j'ai tout petit peu touché en fait au kernel. Mais actuellement, je suis contributeur en fait sur un projet Rust qui s'appelle Redux. Donc c'est un système d'exploitation écrit en Rust. Si vous avez été au FOSDEM, vous avez peut-être entendu parler de Redux au bout des couloirs. Donc voilà, ça c'était pour la petite. Je vais faire une petite introduction pour vous expliquer en fait pourquoi Rust est né et quel est le but en fait du langage. Donc en 2004 est sortie la première version de Mozilla Firefox. Donc c'était sur des XP je crois. Et en 2014, donc c'était la version, je ne me souviens plus trop, 43, 45, quelque chose comme ça, qui est sortie. Pardon 40, comme ça. Ce qu'on peut voir en fait de premier abord, c'est l'interface en fait qui est changée. Si on regarde en fait par notre regard d'utilisateur, ce qu'on voit principalement en fait c'est l'interface. Par contre, ce qui s'est fait entre les deux, c'est qu'on a eu un changement en fait puissant de notre architecture matérielle. En l'espace de 10 ans, en fait, on est parti d'une architecture complètement monocœur à une architecture, comme vous pouvez le voir, en fait, quad-core. Donc en haut à gauche, un Pentium 4 et en bas à droite, c'est un processeur AMD, je sais plus ce qu'on dit. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Mozilla Firefox est principalement, voire même totalement, développé en C++. Donc c'est un langage de programmation en fait qui vous est très 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 permissif, qui vous laisse faire à peu près tout ce que vous souhaitez. Et malheureusement, en fait, au fil des versions, C++ est devenu assez lourd. Enfin, si vous avez fait tant soit peu C++ au niveau de la programmation multithreadée, du débugage, etc., est devenu assez lourd en fait si vous voulez faire des grosses applications, ne serait-ce pour débugger votre application au niveau des failles de mémoire, mais aussi du code multithreadé. Donc là, ce que vous pouvez voir directement, ça c'est chez Mozilla, un développeur de Firefox qui a mis au niveau de, juste au-dessus de ta tête, ça doit être assez haut pour écrire du code multithreadé. Donc ça, c'est directement en fait une allusion pour du code C++. Donc ça, c'est le premier point en fait, c'est l'écriture en fait du code multithreadé qui est un peu lourd en fait à maintenir pour Firefox. Et le deuxième, donc ça c'est directement un screenshot que j'ai fait il y a 2 jours, juste en tapant en fait dans Mozilla Firefox Memory Leak, et on peut regarder, on peut voir juste 34 bugs trouvés en fait récemment, directement sur Firefox. Donc une des principales raisons, enfin plutôt
Tout ça, donc les problèmes en fait de faille de mémoire pour le navigateur ainsi que les problèmes liés à l'implémentation et la maintenabilité du code multithreadé pour Firefox, a conduit les développeurs de Firefox en fait, de continuer leur développement tout en sachant qu'il y avait un problème derrière. Et il y en a un développeur de Firefox qui s'appelle Graydon Orr, en 2006, qui s'est dit est-ce que, justement, à l'aube du XXIe siècle, on ne serait pas en mesure en fait, de créer un nouveau langage en fait, qui s'appellerait le C++++. Maintenant que j'ai eu votre attention, je vais vous présenter le C++++. Donc c'est Rust. Je vais vous faire une... Alors, dans cette partie, je vais vous introduire le langage, mais d'une façon, je ne vais pas vous montrer de code, ou alors très peu... Non, je ne vous présenterai pas du tout de code dans cette première partie. Ce que je vais faire directement, en fait, c'est vous montrer, même si vous ne connaissez pas du tout le langage, si vous développez un tout petit peu dans en C++, etc., en quoi, en fait, ce langage peut améliorer, en fait, votre vie de développeur tous les jours. Donc Rust a été officialisé par Mozilla en 2009. Il faut voir quand le projet en fait a officiellement débuté en 2006, mais il y a eu 3 ans où les développeurs en fait se sont mis en groupe et ont parlé un peu du langage, ce qu'ils pourraient faire, etc. Et ils ont créé un petit prototype pour 2009. En 2010, il a été mis en open source où tout le monde peut y accéder, contribuer, etc. En 2012, il y a une première alpha en fait, du langage et une première version stable en 2015. En 2013, c'est donc ce que vous pouvez voir, le petit doge à l'intérieur du médaillon. C'est le développement en fait, de Cerveau, donc, qui est le prochain moteur de rendu de Firefox. Donc Rust, c'est quoi? C'est un langage de programmation qui se veut moderne, sûr, rapide et qui se préoccupe en fait des problèmes liés à l'utilisation des multicœurs pour votre architecture métal. Donc les promesses, ça tient en fait en 4 mots, comme je les ai soulignés juste avant. Moderne, donc c'est un langage de programmation en fait en general purpose qui peut être utilisé sur les principales architectures, plutôt les principaux systèmes d'exploitation en fait aujourd'hui. GNU Linux, macOS, Windows, etc. Et il y a même des portages sur plusieurs autres architectures. Multiparadigme, il se veut impératif, fonctionnel, bien entendu. Impératif, fonctionnel et aussi orienté objet, trait. On verra ça un petit peu plus tard en fait avec des petits exemples de code dans la deuxième partie de cette présentation. Et il y a un package manager en fait qui est directement intégré à l'intérieur de Rust. Donc quand je vais parler de Rust, je vais autant parler du langage que un peu de l'écosystème. Donc pour moi, Rust c'est aussi Cargo, le package manager dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Safe, donc c'est typé statiquement. Forcément, typé statiquement se veut type safe aussi. Memory safe, donc là on va isoler tous les problèmes en fait, qui peuvent être occasionnés si vous avez déjà fait du C++, notamment au niveau des fuites de mémoire. Et ce qui est, je ne vais pas dire l'une des principales raisons du langage, c'est le fait que l'écosystème soit sûr pour votre code en fait, concurrent et parallèle. Je vais revenir un peu plus tard. Rapide, donc le back-end en fait c'est directement du LLVM. Pas garbage collector et aussi rapide que du C++. Moi je m'intéresse principalement en fait aux problèmes de performance et d'optimisation qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Et j'ai vu qu'il y a 2 jours, l'une des principales librairies de bioinformatique qui a été implémentée en C et qui est utilisée par des milliers et des milliers de développeurs, de bioinformaticiens, en fait, la version de Rust les a complètement dépassés en termes de performance mémoire et en termes de performance de rapidité. Et concurrent et pas tout ce qui est database. Rust a été inspiré par des langages populaires, donc j'en ai listé 4. Sur les 4, en fait, on peut voir les principales contributions de 2.
Au tout départ en fait, de l'implémentation, les développeurs se sont inspirés en fait, du syntaxe proche de Ruby. Aujourd'hui, elle n'existe presque plus. Pourquoi? Parce que les développeurs se sont dit, enfin plutôt les ingénieurs du langage se sont dit, on vise principalement en fait un public bas niveau, donc autant que ça ressemble à un langage qui peut être pratiqué par des gens qui font du bas niveau. Donc ils se sont en fait principalement rapprochés en fait de la syntaxe type C++. Erlang, notamment en fait, dû au fait que ce langage est principalement utilisé dans les communications et peut gérer 2 millions de connexions ne serait-ce une seconde, je crois, enfin simultanément. Donc du coup, ils se sont principalement intéressés au niveau de l'architecture, de l'implémentation de l'aspect concurrentiel et parallèle. Et au Camel, donc que vous pourrez retrouver à travers la syntaxe, notamment avec l'utilisation du pattern matching, mais il faut savoir aussi qu'au Camel, c'était le langage qui a été utilisé pour l'implémentation du premier compilateur Rust. Donc c'était juste avant 2009, peut-être avant 2010, et ensuite ils ont écrit le compilateur en Rust. Au niveau des features, qu'est-ce qu'on a? Donc je les ai un peu listés, il y en a énormément. J'ai listé les principaux, d'ailleurs j'en avais discuté avec Xavier à ce propos. Le premier en fait c'est l'immutabilité par défaut. Donc ça c'est ce qu'on retrouve, l'immutabilité vous retrouvez aussi dans les langages de niveau, sauf que le const, à un certain moment dans votre comme C++, ça fait assez tâche. Le data race safety, donc seulement une référence mutable pour l'ensemble de vos threads. Les problèmes la majorité en fait des problèmes de fuite de mémoire et les problèmes de data race qui sont directement levés à la compilation et donc au runtime. Les lifetime, donc ça je reviendrai, je crois, non. En fait, les lifetimes sont disponibles en Rust pour essayer de donner un tag à votre variable en disant ok, à partir de ce moment-là, tu fais une sorte de free en fait sur la variable automatiquement. Donc ça définit directement des blocs de temps où cette variable sera accessible à l'intérieur de votre code. Des traits, les génériques, multiples niveaux de métaprogrammation. Donc là on peut retrouver directement il y a les macros, il y a les dérives, il y a d'autres spécificités que vous retrouvez dans la version Nightly de Rust. Les FFI, j'en ai listé seulement 4. On peut retrouver du C, du Ruby, du Python, du Haskell. Donc vous écrivez en fait du code de Rust et vous l'utilisez directement en fait dans vos applications C, Ruby, Python, Haskell. C'est très utilisé aujourd'hui, notamment chez Mozilla, pour développer les parties critiques des applications Node.js. Et d'ailleurs, il y a une petite librairie qui s'appelle Neon, qui permet actuellement de booster en fait les performances. Par exemple, de votre parseur, vous faites une application Node. Vous prenez la partie la plus critique ou celle qui prend le plus de temps, vous l'implémentez en Rust. Ils ont démontré en fait que ça peut accélérer les performances et la rapidité surtout de 75% en fait de votre application directement. Le principe de borrowing ownership, ça j'y reviendrai un peu plus tard. Le pattern matching qu'on retrouve notamment dans la syntaxe ML au Camel. Multiparadigme et la gestion d'erreurs qui est très riche. Donc ça c'est seulement en fait une petite, un petit état en fait des différentes features que vous pourrez retrouver à l'intérieur du langage et je pense que déjà rien qu'en ayant vu ça vous donne un peu l'eau à la bouche pour la découverte du langage. Maintenant je vais parler un peu plus du développement. Une personne, c'était pour sa thèse, alors du coup je ne me souviens plus si c'est une personne américaine, donc je ne me souviens plus si c'est directement ce qu'on appelle thèse ici ou directement son projet de master. Il a créé en fait un logiciel, il s'est amusé en fait, c'était en 2015, à l'implémenter pour 3 langages de programmation différents. C++, Rust et Java. Et ce qu'il s'est amusé à en faire, en fait, c'est, étant donné qu'il connaissait des logiciels, un petit peu l'architecture, etc., il s'est amusé à l'implémenter sur ces 3 langages. Et il a noté un peu le temps qu'il a fait pour programmer le programme pour ces 3 langages. Donc, pour Java, il a mis beaucoup moins de temps que pour Rust et beaucoup moins de temps que pour C++. Si vous allez directement sur le lien, il explique très simplement. Java directement,
garbage collector, donc pas de besoin en fait de gérer la mémoire, etc. Et il y a un grand nombre de librairies qui existent, donc tout va bien pour ça. Pour C++, il s'est rendu compte que le temps de développement aussi s'était consacré à la gestion des fuites de mémoire, mais aussi des problèmes qu'il rencontrait dans son code, puisqu'il était complètement multithreadé. Donc du coup, il perdait un peu plus de temps en fait à débugger son application, et je crois qu'il avait fait directement, builder directement son application avec un Makefile ou je sais plus quoi. Donc du coup, il perdait aussi du temps à linker absolument toutes les librairies pour son code, etc. Et en Rust, il mettait moins de temps à développer son application, notamment grâce au fait que toutes les erreurs étaient gérées directement à la compilation, donc il allait beaucoup plus vite que de laisser son programme tourner pendant 20 minutes pour avoir une erreur et ensuite le débugger. Mais il y avait aussi ce que je vais vous présenter juste après, qui était Cargo, le package manager. Donc Cargo, c'est réellement le parfait compagnon en fait pour vos applications Rust. Cargo, ça permet de compiler votre projet, de builder directement votre documentation un peu à la manière de Javadoc, donc créer votre application, faire directement des benchmarks. Donc si vous avez plusieurs fonctions que vous voulez implémenter pour une feature, vous voulez savoir en fait laquelle met moins de temps en fait à s'exécuter, pardon, ou celle qui au niveau des performances qui est la meilleure, vous pouvez directement faire des benchmarks dessus. Vous pouvez directement lancer vos tests, rechercher ce qu'ils appellent des crates, donc les crates c'est les librairies, publier votre application sur crates.io, donc qui est un peu le répertoire en fait de projet. Installer votre binaire Rust. En gros, il manque plus justement amener directement en fait vos enfants à l'école. Et un truc qui est super cool, c'est ce que j'ai mis justement à droite, c'est que vous pouvez définir directement dans un fichier de Toml, c'est ça, c'est Toml, différents profils, notamment si vous voulez donc publier votre application, donc juste ici. En release, vous allez donner en fait un niveau d'optimisation supérieur. Donc vous allez le compilateur va mettre beaucoup plus de temps en fait à compiler votre application pour qu'elle soit la plus performante possible. Directement le profil de test, donc là du coup on active tous les flags de debug. L'optimisation on n'est pas trop. Enfin, moi personnellement je suis pas trop pour le mettre en test. Et directement les benchmarks, là du coup étant donné qu'on évalue directement la pertinence et les performances en fait de fonctions, mieux vaut activer directement les optimisations, désactiver les debugs et ensuite activer ou désactiver certains flags. Donc Cargo, directement en fait, c'est ce qui vous permettra de développer le plus rapidement possible votre application sans vous soucier en fait de quoi que ce soit ou de télécharger des librairies juste pour exécuter vos tests ou compiler votre doc, etc. Et ça, c'est ce qui rend la vie un peu plus facile. Est-ce qu'il y a des développeurs web parmi nous? Alors, ce que je vous ai montré aussi au niveau des FFI, c'est que Rust est aujourd'hui très utilisé dans le développement d'applications web. Donc, j'ai listé un petit peu pas mal de choses que vous pourrez trouver. Enfin, vous pouvez créer des API, etc. Enfin, pratique. Tous les langages permettent de faire ça aujourd'hui, mais vous pouvez le faire d'une façon très facile et surtout, c'est ce que représente en fait ce petit schéma. C'est que si vous avez une application, comme j'avais dit, une application Node, mais vous voulez parser quelque chose, que ça prend du temps, etc., vous pouvez directement en fait concevoir cette partie d'application en Rust et ensuite l'intégrer directement dans votre application. Donc ça, c'est une statistique qui a été donnée par Stack Overflow l'année passée, c'était en décembre ou en janvier. Et parmi les langages en fait les plus aimés, Rust en fait est le premier, à 79,1%. Bon alors les stats sont un peu biaisées, vu qu'il n'y a pas beaucoup aussi de programmeurs Rust, mais j'ai trouvé cette statistique en fait très intéressante juste pour vous parler en fait de la communauté, qui pour moi est très franchement en fait la meilleure communauté de développeurs
que j'ai rencontrés de ma vie, en fait, et ne serait-ce sur plusieurs langages de programmation. Les développeurs sont... il n'y en a pas un qui va vous bâcher parce que vous n'arrivez pas à faire quelque chose, parce que vous ne comprenez pas à faire quelque chose. Ils vont vraiment prendre du temps pour vous expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas, en quoi vous pouvez améliorer votre programme directement. Et ils sont là en fait pour justement vous pousser à faire un peu plus et à promouvoir en fait le langage et à pousser le langage dans ses retranchements. Pour moi, la communauté de développeurs, c'est quelque chose un langage ne va pas sans sa communauté, clairement. Et pour moi, Rust en fait c'est le langage en fait qui a la communauté la plus intéressante dedans. Rust en production, alors vous êtes en train de vous dire ok, il est cool, il est sympa avec son langage, etc. Mais est-ce que les grandes entreprises l'utilisent? Est-ce qu'ils poussent du code en prod? Eh ben oui. Donc le premier en fait, forcément c'est Mozilla pour Firefox. On retrouve Dropbox qui a complètement réimplémenté son système de fichiers en Rust. On retrouve OpenDNS qui avait modifié 2-3 petits modules en fait de leur application en Rust. Ils les avaient implémentés en disant ouais ok on va voir ce qui se passe. Et là ils sont en train de réimplémenter absolument tout leur outil. On a NPM, donc je sais pas trop ce qu'ils font avec, mais apparemment ils réimplémentent certaines parties en fait de leur programme. Et on a, donc là j'ai répertorié les produits et aussi les entreprises. On a Clever Cloud, donc c'est une start-up nantaise qui développe des outils de sécurité directement en Rust et pas mal d'outils réseau, reverse proxy, etc. Ils font vraiment pas mal de choses et dont leur développeur Rust principal est Gnome. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui développent déjà avec Rust, mais Gnome c'est un peu l'outil de parsing en fait utilisé à peu près par tout le monde aujourd'hui. Et on a OVH, dont un développeur Rust de chez OVH est présent avec nous aujourd'hui. Oui, et on l'utilise pour tout ce qui est log. Les logs, on a énormément de logs et Rust permet d'avoir une empreinte mémoire qui est faible et de faire les proxys qui vont envoyer sur le serveur de base de données, le serveur de fichiers. Donc oui, Rust est en prod. Et alors c'est un très petit éventail en fait de sociétés et de produits qui utilisent Rust. Vous pouvez. Il y a aussi Samsung qui s'occupe de faire le cloud. Il y a aussi Samsung qui s'occupe de faire leur propre cloud d'objets connectés et ils utilisent Rust par derrière. Et en plus, ce cloud, il est voulu pour intégrer tout type d'objets, que ce soit Samsung, des objets connectés Samsung ou d'autres objets. Voilà. Donc ça fait quand même une très bonne compagnie derrière. Et il y a plein d'autres projets et d'autres compagnies qui méritent d'aller voir ce qu'ils font directement. Donc c'est le deuxième lien, rust-lang.org/friends.html. Là vous pouvez retrouver en fait toutes les compagnies qui utilisent aujourd'hui Rust en prod. Et This Week in Rust, toutes les semaines en fait, la page est mise à jour et vous pouvez retrouver tout ce qui s'est fait cette semaine directement en termes de projets, les nouvelles entreprises, les nouveaux contributeurs, quelques articles très intéressants qui ont été publiés sur Rust, sur le langage, etc. etc. Ok. Du coup, j'espère que ça vous a donné envie. Alors pourquoi j'ai mis cette image absolument immonde d'un crabe en train de faire quelque chose? C'est parce que ouais, maintenant en fait, je me rends compte que c'est un peu bizarre. Parce que la mascotte en fait du langage est un crabe. Je ne me souviens plus du nom. Mais pardon? C'est Ferris. Ouais, Ferris le crabe. Bon bref, je vais passer tout de suite. Et vous pourrez trouver, donc c'est directement la fin de ma présentation non technique. J'ai mis quelques exemples que vous pourrez retrouver en plus si jamais vous êtes intéressé par le langage, et j'espère que malgré ma timidité évidente, je vous ai donné envie de poursuivre avec ce langage. Juste un petit lien, c'est Servo Architecture, Safety and Performance que je vous invite réellement en fait à aller voir. C'est un excellent talk qui a été donné par un développeur de Servo et qui
explique un peu comment ils vont l'intégrer directement à Firefox, et c'est vraiment très très intéressant. Et il vous montre des exemples en fait, d'intégration avec le code C++, etc. Bon, ok. Et ensuite, on va passer directement à la deuxième partie du live coding, et à travers un projet qu'on a développé au départ en interne chez Dernier Cri, je vais vous expliquer pourquoi, qui s'appelle Snatch. C'est un accélérateur de téléchargement. Vous en avez peut-être entendu parler. Et donc, je vais vous présenter un petit peu les spécificités du langage à travers quelques exemples de code Rust. Voilà. Merci beaucoup. Si vous avez des questions pour justement cette partie, je vous laisse le micro. Bravo. Quelqu'un a une question? Vous avez tous été épatés là. Une petite question. Tu avais parlé d'une librairie en bioinformatique qui a été posée en Rust. Ouais. En tant qu'ex-développeur bioinformatique, ça m'intéresse. Ouais, alors du coup, en fait, ils ont les principales problématiques qu'ils avaient avec le code C, c'était directement en fait les fuites de mémoire qu'ils avaient en permanence. Moi, j'avais utilisé en fait en L3, c'était il y a 3 ans. Dans le cadre d'un stage, donc justement cette librairie C, on a eu quelques petits soucis aussi qui ont été bien connus. La principale utilisation de Rust, c'était justement d'utiliser la performance du langage, mais à la fois les features associées à cette consommation mémoire. Et du coup, ils ont implémenté, je crois, un nouvel algorithme donc à l'intérieur de cette librairie qui était assez difficile d'accès pour l'écriture de C, et notamment tout ce qui concernait les fuites de mémoire et la parallélisation, où ils avaient énormément de problèmes en fait en runtime. Et grâce à Rust, ce qu'ils ont fait, c'est lors de l'implémentation, ils ont pu checker chaque erreur et vraiment avoir des bonnes pratiques de développement pour implémenter au mieux cet algo. Et donc du coup, forcément, je vais vraiment pas vous dire que oui, l'algo qui a été développé justement pour cette librairie, c'est le même que la librairie C. Non, c'est juste qu'en fait, ils ont eu beaucoup plus de facilité à l'implémenter pour Rust que pour C, qu'ils avaient un peu laissé à l'abandon. Et donc du coup, aujourd'hui, ils utilisent, au moment ils vont utiliser en fait cette librairie Rust parce qu'ils ont pu le faire avec les facilités de ce langage. Moi j'ai une question. Ouais. Merci beaucoup pour la présentation. Donc déjà le fait qu'il y ait le logo Cavel, je trouve la présentation exceptionnelle. On sent le fait. J'ai quand même une question. J'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de hype autour de Rust. Je trouve que le langage est extrêmement intéressant. J'ai vu énormément de projets sortir. Par exemple Rocket, qui est un cadre extrait de développement web, c'est écrit en Rust. Et est-ce que les gens, c'est une véritable question, il n'y a pas de troll derrière, est-ce que les gens ont pas tendance à se servir de Rust pour autre chose que ce pourquoi il a été pensé à la base, donc un langage bas niveau, pour réussir des applications de très haut niveau, par exemple des frameworks web, et que ça renvoie au final des outils qui ont beaucoup de succès, beaucoup de joueurs sur GitHub et tout ça, mais qui sont extrêmement compliqués à utiliser. Je ne sais pas si tu as vu la question sur les livres. Alors moi, très franchement, alors je me suis un peu abonné à une petite communauté en fait qui est très performance et programmation système. Donc du coup, j'ai pas beaucoup vu en fait de choses, à part justement Rocket où il y a eu tout un débat, je crois sur un site, je me souviens un peu du nom. Mais pour moi en fait il y a vraiment une hype, oui, qui est derrière. Alors j'ai peur de répondre à côté, mais il y a vraiment une hype qui est derrière, notamment en fait par la communauté, quoi. Et c'est vrai que certains langages, certains projets, on se demande pourquoi il a eu autant de, comme tu dis, de hype. C'est notamment ce qu'on va retrouver, le projet qu'on a développé ici. On s'attendait pas, alors c'est un simple accélérateur de téléchargement qui est en alpha. Et on a atteint les 535 étoiles, quelque chose comme ça sur GitHub, 542. On est je sais plus combien de contributeurs, on a été retweeté un peu partout, etc. On n'a pas trop compris, alors pour nous c'est un peu, plutôt pour moi, c'est grâce à la communauté en fait qui booste un peu ce qu'on fait avec Rust.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Rust, il y a énormément de librairies qui ont été développées, mais réellement énormément de librairies, mais pas beaucoup en fait d'applications réelles en fait à utiliser. Et ça, et je vous invite d'ores et déjà en fait, si vous avez une petite idée en fait d'implémentation d'un petit projet qui utilise quelques libres, je suis sûr et certain que vous allez trouver la librairie en Rust, ou même si vous ne la trouvez pas, vous faites un binding C, enfin. Mais je vous invite très franchement à le faire parce que le langage manque énormément en fait de projets terminés, quoi, entre guillemets. J'ai répondu à tes questions ou pas? Parfait. Ah, ok. J'avais une question sur. Tu parlais du tooling qui Ouais. a l'air super cool avec Cargo. Qu'est-ce qu'il apporte par rapport à NPM et d'autres outils qu'on a aujourd'hui sur des langages? Alors très franchement, ah oui pardon. Donc qu'est-ce que Cargo apporte aujourd'hui en plus par rapport à d'autres gestionnaires comme NPM bon alors NPM je peux pas du tout te répondre. Je suis désolé, je sais pas. Par contre, j'ai fait un peu de Go. Moi, ce qui m'a plu directement, donc, je vais pas essayer de troller. Pardon, parce que je n'aime pas beaucoup Go. Mais directement, en fait, ce qui m'avait impressionné avec le tooling de Rust, c'est la réactivité de la communauté en fait pour implémenter simplement une feature. Directement, en fait. Les benches, je crois qu'il y a quelqu'un qui avait proposé l'idée et quelques semaines après c'était directement en alpha et ensuite en prod. Aujourd'hui, Go et Rust en fait se tirent un peu la bourre, quoi, entre guillemets. Mais pour moi c'est l'effort, la réactivité qui est derrière et surtout le vouloir de faire de Cargo en fait quelque chose de complètement monstrueux. À la place de Go où justement quand quelqu'un soulevait une paire ou quelque chose comme ça, les gens disaient ouais mais en fait on sait pas trop, ça nous intéresse pas trop, etc. Et du coup ça a resté pendant plusieurs mois jusqu'à temps que la paire en fait soit complètement faite. Donc voilà, pour moi en fait si je le compare directement à un autre tooling que j'ai utilisé qui est celui de Go, fonctionnellement il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins. Mais c'est juste pour moi en fait cet effort en fait de maintenir un gestionnaire de paquets aussi complet possible, quoi. Merci Christophe. Ouais. J'ai une petite question. C'est pour dire, d'abord je constate que c'est très optimiste comme communauté, donc ça c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce qui peut décider d'une grosse SS2I qui a des clients énormes et qui a des parcs d'applications en PHP ou en Java qui sont constitués à passer à Rust? Qu'est-ce qui peut les impulser le inciter à mouvement? Parce que bon, là je vois qu'il y a des grands noms, puisque je vois que Alors, donc la question c'était qu'est-ce qui peut inciter justement une grande entreprise à passer ces parcs d'applications PHP Java. Ouais. C'est bon, c'était pas la même application. Ouais, en fait c'est peut-être pas le même but, entre guillemets. Ce qui pourrait en fait pour moi, c'est directement des entreprises qui développent en fait des outils en langage de bas niveau et qui veulent un peu se renouveler. J'ai vu énormément en fait d'entreprises qui passaient sur le langage Go et qui, au bout de 6 à 8 mois, se disaient ouais, bon, ok, en fait, il y a certaines spécificités du langage. Alors, au final, en fait, le développement des applications est cool, etc. Mais il y a certaines spécificités du langage qui nous incitent en fait à faire des choses un peu moches. Et cette gestion en fait de Go qui passe au fur et à mesure, en fait, les inciter à switcher de suite vers Rust. Donc, pour moi, c'est justement si vous souhaitez renouveler en fait votre parc d'applications, mais non, mais quand je dis votre, c'est à peu près pour tout. Mais votre parc d'applications bas niveau, ou si vous voulez directement en fait optimiser votre application, comme je l'avais dit, notamment dans un but expérimental, Rust est une bonne solution. Après, Parce qu'il faut que ça remonte aux oreilles des décideurs, c'est surtout ouais, ça. voilà, c'est eux ça. Alors qui vont après, dire, après c'est un langage nouveau qui a de la hype, mais notamment aujourd'hui en fait au terme de programmeurs bas niveau. Donc pour moi c'est plus en fait si vous avez des applications bas niveau qui nécessitent d'être renouvelées ou où vous souhaitez optimiser quelque chose directement.
disons que c'est des décideurs éclairés qui offrent aussi pour le confort de leurs employés. Bah, en fait, alors mon problème en fait, c'est que je ne sais pas comment en fait, bon, Dernier Cru est la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé, parce que j'ai fait l'INRIA et des labos de recherche en fait au Canada. Donc j'ai eu cette facilité directement. Je leur ai dit, moi je suis intéressé par Rust, j'ai envie de faire du Rust, etc. Ils me disent, ok, enfin tu fais un side project en Rust, tu fais un projet en Rust, machin, etc. Et on regarde. Donc du coup, nous on a eu directement cette facilité, j'ai eu directement cette facilité en fait d'écriture d'application avec un nouveau langage. Je sais pas du coup comment un grand décideur mais pour moi en fait c'est un tout petit peu compliqué de répondre en fait à cette question parce que je ne sais pas du tout comment. Bah, c'est pour remplacer du C classique quoi. Le jour où tu as un projet, gros Ah projet à faire en C, tu réfléchiras à le faire en Rust. C'est pour faire du site e-commerce, de l'appli de gestion, de la gestion de flux. Ouais non là en fait je pense que ça viendra plutôt des développeurs qui vont le dire en fait à leurs supérieurs, etc. D'accord. Mais ouais, faut que ça vienne en fait d'en bas. Parce que je pense qu'en fait, pardon, je finis juste. Pour comprendre en fait l'intérêt de Rust, il faut avoir fait d'ores et déjà en fait des applications bas niveau avec des langages qui existent déjà comme C++ pour comprendre en fait son intérêt principal. Pour revenir sur la question précédente, généralement on compare les langages objets comme Java avec le C, C++, principalement vis-à-vis du garbage collecting. On n'a pas la main là-dessus, très difficilement. Dans Rust, j'ai pu comprendre qu'il n'y a absolument pas de garbage collecting. Donc c'est au moins ça l'avantage, mais sans se manger les grosses problématiques de gestion de mémoire mal ficelée, parce que visiblement il y a des best practices d'office embarquées dans le langage. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, je vais parler un peu d'une histoire un peu personnelle. J'ai passé 3 fois en fait sur Rust. La première, c'était lors de la version 0.7, 0.8, c'était quelque chose comme ça, donc c'était vraiment une version complètement instable. Et le problème, c'était que 2 jours après, ils avaient changé de version, ils avaient absolument changé le système de type, ils avaient changé le nom des fonctions, etc. Donc le code était absolument mal. Aujourd'hui, les développeurs se sont largement calmés dessus. Ils stabilisent à mort en fait les librairies. Mais ce que je remarque le plus, donc ça c'était un peu le problème auparavant, ce que je remarque le plus aujourd'hui, c'est les gens qui arrivent sur Rust et qui du jour au lendemain disent ouais, le code compile pas, il me dit un truc sur les borrowings, je comprends rien, etc. Et en fait, la personne a 10 à 15 années en fait, de C++ derrière, et elle comprend pas trop en fait, ce système-là. Et la majorité des gens en fait, disent mais oui, mais en fait, c'est parce qu'on t'induit, on te donne une bonne pratique à faire en fait. Et c'est assez dur en fait, de revenir sur quelques mauvaises pratiques qu'on hérité des langages où on vous laisse absolument tout faire avant. Et c'est ça en fait qui inculque la majorité des nouveaux développeurs à aller sur Rust, c'est repérer des nouvelles pratiques et sans cesse se renouveler, mais aussi renouveler des applications qui sont critiques et qui peuvent leur faciliter en fait l'écriture de nouvelles implémentations logicielles, comme par exemple avec la librairie de bioinformatique. Et donc vis-à-vis d'un décideur de SI, l'avantage c'est qu'il y a des performances proches du C++, mais une meilleure garantie de qualité de code et moins de flux de mémoire. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Peut-être du temps réel plus facilement implémentable. Il y a toutes les problématiques de temps réel aussi qui ne sont pas forcément faciles à implémenter en Java. Et tout ce qui est langage à base de garbage collecting. Ouais, plutôt. Non, justement, pour rebondir sur ta question, il y a aussi ils utilisent une technologie pour l'allocation mémoire et autres qui est basée sur Gmalloc, qui est, si c'est pas le meilleur allocateur de mémoire, l'un des meilleurs. Et donc, du coup, pour tout ce qui est gestion de mémoire, c'est vraiment basé sur des technologies qui sont performantes et effectives. J'ai une petite question. C'est plus, moins qu'une question par rapport à Rust, mais plus par rapport à Servo. Puisque Servo est très performant, est-ce que dans l'équipe Rust, vous avez eu vent
d'un projet qui serait une espèce de concept assez similaire à Electron, peut-être pour faire des applications plus haut niveau en Rust? Ou est-ce qu'il n'y a aucun projet à ce niveau-là qui est mis en place? Est-ce que c'est pas du tout le but de Rust aussi, peut-être? Mais est-ce que ça pourrait pas être pertinent de profiter de Servo à ce niveau-là? Non, enfin, normalement, Rust, c'est une nouvelle. Enfin, c'est pour répondre à une nouvelle problématique vis-à-vis. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais. On a vu qu'il y a eu un nouvel âge d'or du C, avec notamment les objets connectés, parce qu'on s'est rendu compte que pour des petites plateformes, il fallait avoir beaucoup d'optimisation et chercher à toujours gérer soi-même tout ce qui arrive par derrière. Rust vient ici pour justement avoir l'optimisation sans avoir les désavantages du développement où on voit en C on met 25% de temps, on met 75% de temps en plus que si on codait en Java, quoi. Et donc là, je pense pour le moment Mozilla est beaucoup plus concentré sur leur moteur Servo, mais peut-être à une application long terme, essayer d'intégrer des applications ou des layers par-dessus qui puissent avoir un côté un peu plus haut niveau. Mais tu en as très bien parlé, si on a envie de faire un programme qui n'a pas besoin de tant de performance que ça, il n'y a peut-être pas forcément besoin tout de suite de se diriger vers Rust. Tu n'utilises pas la tôle du coup? Si. Si. Bah, et puis c'est surtout que. Pour le moment, ça reste jeune aussi. Après, Du coup, c'est bien que tu aies parlé de tout ça, parce que c'est ma deuxième question justement. Puisque la cible de Rust, c'est bien le système embarqué. Il y a de ça, effectivement. Le langage, je le trouve super. Vraiment, il est super. Simplement, aujourd'hui, le support, si tu veux le mettre sur un ARM, il n'y a aucun problème, ça passe très bien. Maintenant, si tu veux mettre ça sur de la VR, ou de l'AVR, pas de la VR, ou si tu veux mettre ça plutôt sur des microprocesseurs type Texas Instruments, enfin des trucs vraiment pour l'embarquer, parce que l'ARM, c'est quand même le grand luxe. C'est un super calculateur pour l'embarquer. Aujourd'hui, Rust, l'écosystème, on a l'air un peu trop jeune encore. En soi, tu as quand même une communauté derrière qui bosse énormément dessus. Je pense que si tu leur parles de technologies liées à Texas et autres, peut y avoir, il y a des projets à côté qui sont faits pour supporter tout type d'architecture. Tu vas sur le site Rust, ils disent officiellement ils supportent ça, ça, ça. À côté, tu as un deuxième niveau du style la communauté Rust s'y intéresse et tu as les grands décideurs, des styles Mozilla, Samsung qui mettent un peu de leur 50 centimes dedans. Et encore plus à côté, en troisième niveau, c'est ce qu'on appelle le troisième niveau de développement, tu as ce qui n'est pas du tout officiel, et là tu vois que tu peux balancer Rust sur n'importe quelle architecture. Texas, je sais pas personnellement. Parce que déjà, AVR, c'est déjà pas évident. Alors j'imagine encore moins les trucs. Parce que souvent, quand tu fais de l'embarqué, le compilateur il est fourni déjà par le constructeur, et en plus, il te le fournit avec un EDI que tu es obligé d'utiliser. Donc c'est hyper fermé. Est-ce que le fait que c'est utilisé à l'LVM en backend, je ne sais pas parce que j'y connais rien de la compilation, mais est-ce que le fait que c'est utilisé à l'LVM, ça solutionne le truc ou pas, j'en sais rien. Là je pourrais pas te répondre sur ça. Je sais derrière qu'il y a des alternatives qui sont faites pour éviter d'avoir pour essayer de répondre à cette problématique. Je sais qu'il y a... En tout cas, il y a des interlocuteurs pour ça. Oui. Après, il faut vraiment discuter avec la communauté. Là, je peux pas te répondre. Je risque de raconter des bêtises, je peux pas te répondre directement comme ça. Je fais juste un petit crochet. J'ai justement discuté en fait avec un développeur Mozilla, donc c'était Opusdem, qui lui s'occupait en fait des appareils connectés et qui programmait en Rust pour. Par contre, il ne pouvait pas nous dire forcément en fait ce qu'il faisait à l'heure actuelle. C'était un développeur en fait qui est passé de Firefox OS directement en fait à une section spécialement dédiée en fait aux objets connectés, mais où ils expérimentaient avec Rust. Après, aujourd'hui, ne serait-ce avec Servo, c'est dans un but actuellement, maintenant c'est un peu terminé il y a 2 mois, mais dans un but aussi expérimental, et ils vont voir aussi ce que ça donne au fur et à mesure. Servo, c'est 40 à 50% de performance en plus. Ouais. Et ils veulent atteindre les 70% de performance. Après, pour ça, peut-être pas, mais est-ce que c'est pas lié au fait que ce soit juste réécrit from scratch plus que... C'est ça aussi, mais Antonin l'a montré, l'architecture des processeurs a changé depuis le temps, c'est vieillissant, on se rend compte que il y a des gestions de mémoire qui doivent être... des librairies pour les gestions de mémoire qui sont réécrites, et puis c'est tout. Tant pis. Il y a des nouvelles problématiques là-dessus. En tout cas, il permet, c'est sûr, j'ai remarqué quand même qu'il permet de faire
code sécurisé vachement plus, enfin pas plus facilement, parce que c'est franchement dur, mais de gérer la mémoire, enfin la façon dont la mémoire est gérée, c'est franchement pas évident à comprendre au départ en tout cas. Mais c'est vrai qu'apparemment c'est un peu comme au Québec, si tu as écrit ton langage, normalement si tu as écrit ton poème, normalement ça tourne. Et tu es content du coup du langage? Je le trouve sympa, ouais. J'aime toujours Go. Hein. Donc on a gagné un développeur Go, c'est bon. Oui, et ensuite je vais passer à l'autre. C'était pour rebondir sur la question précédente. C'est historiquement, ce langage a été créé pour refondre le moteur de Firefox. Et est-ce que aujourd'hui c'est encore à 100% moteur sur tout l'écosystème qui tourne autour, ou est-ce que ça commence à déborder de ce cas? Ça dépend. Et donc, dans quelle mesure? Du coup, je pense que récemment on avait dit que vous pourriez voir les performances de Rust implémentées sur les nightscape de Firefox. Mais ce qui se passe en interne, c'est qu'ils prennent un morceau de Rust et ils l'implémentent petit à petit au moteur au moteur qu'utilise Firefox. Des codeurs MP4. Ouais. Enfin, il y a déjà du code Rust qui est intégré depuis dans Firefox depuis 6 à 8 mois, je crois, qui est des codeurs MP4. Vous voulez dire, est-ce que ça déborde de ce cadre? C'est justement Samsung veut Firefox. Oui, ils vont faire. Ah oui. Ouais. Donc, dans quelle mesure ça déborde? Du coup, Rust, c'est Mozilla, mais ce n'est pas que Mozilla. Mozilla a initié le projet. Aujourd'hui, c'est pas forcément Mozilla qui a la main mise entièrement sur le projet. Il y a effectivement Samsung qui travaille énormément dessus. Ils veulent créer donc, cette espèce de plateforme d'échange intelligent entre les objets connectés. Et ça n'a pas de vrai rapport avec Mozilla. Le but aussi le but de Mozilla, c'est de créer des nouvelles technologies qui puissent être utilisables dans le quotidien pour les entreprises et aider à développer des nouvelles problématiques et des choses comme ça. Donc tout ce que fera plus ou moins Mozilla, c'est pas que pour elle. Donc ça dépasse le cadre. Ça dépasse. Mais est-ce qu'on arrive à le quantifier? Est-ce qu'il y a vraiment une explosion par rapport à 2009 que ça a commencé, ou dans quelle mesure? En fait, c'est depuis la version stable. C'est vraiment depuis cette année, oui, c'est ça, 2015, version stable. Donc là, on commence à avoir une dynamique qui se crée autour de la communauté et puis des projets qui se mettent énormément. Mais voilà, comme le disait aussi Antonin, on a beaucoup de librairies qui ont été recodées en Rust et finalement très peu d'applications. Mais c'est aussi un avantage, dans le sens où si vous voulez créer n'importe quelle application, vous utilisez les librairies qui sont disponibles. Là, vous pouvez créer une application qui est effective. Après, il faut aussi comprendre la philosophie qu'il y a derrière Rust. Ouais, c'était un peu noir il y a eu pas mal de questions sur le web. Moi, je suis plutôt développeur web, et il faut savoir que Node actuellement découpe les 8 de Node. Donc il y a déjà des travaux qui sont faits pour intégrer Chakra. Moi, l'intérêt que je vois, c'est surtout de pouvoir demain avoir Servo qui fait tourner Node, et ça arrivera. Quoi. En fait, pour le cas, alors pour ce cas-là, je sais pas trop, mais l'intérêt réel en fait pour les développeurs web, c'est actuellement en fait, comme je l'ai dit, de remplacer directement leur brique, et notamment l'intégration en fait directement de la parallélisation à l'intérieur de leur application. Et ça, donc j'en avais parlé justement avec un ingénieur de chez Dermitry pour un projet ici, et justement en fait on se demandait s'il n'y avait pas moyen de remplacer en fait une brique de l'application avec Néon, donc, qui est la lib en fait pour ça. Et en regardant, c'est vraiment très facile, quoi. Donc, et c'est pour ça que si vous regardez sur This Week in Rust, etc., vous allez avoir pas une grande majorité de projets ou d'articles, mais qui sont dédiés pour le développement web, parce qu'actuellement c'est vraiment très facile en fait à prendre.